Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition spéciale, publication des listes définitives pour les élections législatives de décembre 2024. Le Conseil constitutionnel proclame la liste définitive des candidats aux élections législatives de décembre 2024 et ce 25 novembre. Lors de cette audience solennelle devant un parterre d'invités, Maître Jean-Bernard Padari est revenu sur les requêtes et motifs des candidatures rejetées, tant les articles ont été cités pour étayer. Les 126 requêtes enregistrées sont déclarées toutes recevables sur le fond, tant que sur la forme. On en parle avec notre invité dans un instant. Bienvenue, bonsoir. 1328 candidats en lice pour 188 sièges. La course débute officiellement avec la publication de ces listes définitives par le Conseil constitutionnel qui a eu le temps de statuer conformément au code électoral. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale. Dr Yamingue Betembaye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue et les nouvelles sont tombées. Ce sont les dernières nouvelles. Plus de recours, décidément. Qu'est-ce qu'on en dit? Bon, le Conseil constitutionnel, pour ce qui est des élections législatives, constitue la dernière porte. C'est le juge électoral qui siège en dernier ressort. Donc là, on a la liste définitive, les listes définitives pour les candidats à ces élections législatives. Il n'y a plus de recours. Ceux qui sont retenus, ou celles qui sont retenues, vont se préparer à se jeter dans la campagne pour prétendre aux sièges qui sont désormais ouverts et à leur portée. Vous avez une idée de ce à quoi ressemblera la prochaine assemblée? Donc ce sera assez cosmopolite parce qu'il y a beaucoup de partis qui ont soumis des listes et la plupart des partis ou des formations ayant soumis des listes ont finalement pu faire valider leurs différentes listes. Donc, il y a une très grande diversité de partis de formation politique qui présentent désormais des candidats pour ces législatives avec des tendances parfois très antagoniques. Et donc, on devrait s'attendre, si la compétition se fait dans la loyale, à ce qu'il y ait une assemblée assez cosmopolite, assez diversifiée. Maintenant, ce serait le poids des formations politiques qui sera peut-être la variable intéressante parce qu'il y a des grosses formations politiques et qui pourraient peut-être prétendre avoir beaucoup plus de sièges et il y a certaines formations politiques qui sont naissantes, qui sont très jeunes, qui n'ont peut-être pas suffisamment d'expérience et donc qui ne pourraient que glaner quelques sièges par-ci par-là à travers le pays. Mais à vue d'œil, est-ce que la compétition sera rude? Oui, la compétition sera rude parce que on voit des acteurs politiques qui viennent des milieux non politiques, beaucoup d'universitaires, qui ont réussi, qui ont eu le temps peut-être d'étudier leurs adversaires du jour, donc qui les connaissent assez bien. Il y a des candidats qui viennent des formations de l'opposition, il y a des candidats qui viennent de l'ancienne majorité, du moins de la majorité présidentielle. Le président au pouvoir. Donc, il y a des candidats qui se connaissent très bien avec leurs forces et leurs faiblesses, certains qui peuvent apparaître comme des grands candidats, mais dont les petites stratégies sont bien connues par des candidats qui peuvent apparaître comme des petits candidats. Et ça peut faire toute la différence dans cet exercice de la campagne qui consistera à convaincre l'électorat pour emporter l'adhésion. Mais un élément important reste à retenir, c'est que ces élections législatives sont des élections qui permettront de désigner des députés qui auront un mandat national, mais elles restent des élections ayant une envergure locale. Donc, les gens vont dans des circonscriptions électorales. Ils ne seront peut-être pas forcément choisis, élus sur la base de leur positionnement politique. Les liens affectifs et les liens communautaires vont peut-être prévaloir dans le choix des électeurs. Donc, ceux qui sont mieux connus dans leur fief, même s'ils présentent une offre politique assez faible, le fait qu'ils soient bien connus, le fait qu'il y ait suffisamment de parents ou d'amis dans des circonscriptions pourrait leur permettre d'emporter des sièges. Alors vous avez parlé des universitaires dans cette course-là. Qu'est-ce que ça change?
ça change beaucoup de choses parce que les universitaires sont restés pendant longtemps en marge des activités politiques. Dans beaucoup de pays, ce sont des acteurs assez spécifiques qui ont la particularité d'une bonne connaissance en profondeur des dynamiques au niveau national et au niveau local. Et ce sont des personnalités qui peuvent, en tant que personnalité politique, apporter beaucoup d'éclairage dans la connaissance, mais dans la formulation aussi des initiatives ou dans des actions ou dans la formulation des politiques. Donc, si ces universitaires, qui sont assez nombreux, qui sont aussi partisans, s'ils réussissent à se faire élire, on espère que ça apportera une touche nouvelle à la représentation nationale qui est souvent décriée depuis quelques années comme étant remplie de gens qui ne s'y connaissent pas dans la chose politique, qui ne connaissent pas les réalités et qui ont de la peine à défendre des intérêts des populations parce qu'ils ne connaissent pas ces intérêts des populations. Alors, docteur, revenons à cette audience solennelle. On entend dans la délibération du président du Conseil constitutionnel faux et usage de faux qui revient plusieurs fois dans plusieurs dossiers. Dites-nous ce qu'il en est. C'est inquiétant parce que ça donne finalement l'impression qu'il y a beaucoup de candidats, d'acteurs politiques majeurs qui n'hésitent peut-être pas à faire usage des voies déloyales pour accéder à des positions politiques. Et souvenez-vous, ça aussi, ce sont des éléments qui sont régulièrement reprochés aux acteurs politiques et aux acteurs administratifs par la population. Donc, en arrière-plan de ce travail du Conseil constitutionnel, on a l'impression finalement qu'il y a encore dans l'arène politique, mais aussi au niveau des sphères de gestion du pouvoir d'État et de gestion des institutions, beaucoup de personnalités qui ne sont pas très propres. Et qui ne se gênent pas de se mettre en public. Oui, visiblement. Et ça, c'est quelque chose, c'est arrivé, mais c'est quelque chose qui devrait être corrigé progressivement. Les acteurs politiques, les acteurs publics devaient faire l'effort d'être plus propres à l'avenir parce que c'est assez décourageant, mais c'est assez inquiétant aussi de voir des acteurs politiques de grande envergure finalement être des faussaires entre guillemets parce que c'est ce que le juge électoral a fini par dire. Nous allons revenir sur cet aspect-là, docteur. Retrouvons Yves Ismaël qui lui a assisté à cette délibération en direct pour son résumé. Il sera le grand absent de cette élection législative, Mohamed Zembada. Cet après-midi, le Conseil constitutionnel a définitivement acté le rejet de sa candidature. Mohamed Zembada, secrétaire général du mouvement patriotique du salut, parti au pouvoir, avait vu sa candidature rejetée par l'Agence nationale de gestion des élections. Motif, il a fait l'objet d'une condamnation pour détournement de fonds publics. Le Conseil constitutionnel a jugé irrecevable les éléments justificatifs fournis par Mohamed Zembada. En revanche, l'ancien maire de la ville de N'Djamena, Mariam Djimet Ibet, ainsi que Brahim Foula ont été repêchés par le Conseil constitutionnel. Au total, le Conseil constitutionnel a statué sur 1321 candidatures issues de plusieurs partis politiques. Il a validé 832 candidatures masculines et 497 candidatures féminines. Les motifs principaux des rejets des candidatures étaient faux et usage de faux, ainsi que les problèmes de casier judiciaire. Yves Ismaël, de retour du Conseil constitutionnel, nous revenons sur ce plateau. Docteur Mohamed Zembada, nous avons évoqué son cas lors d'une édition spéciale après la publication des résultats provisoires. Aujourd'hui, il ne fait plus partie de la course. C'est ce que nous disions il y a quelques jours, parce que les irrégularités reprochées à la candidature de M. Zembada sont impressionnantes et il n'était pas évident qu'il réussisse à rassembler des éléments suffisants pour corriger ces irrégularités dans les 5 jours qui étaient impartis. Mais vous vous souvenez aussi qu'on avait dit que ce qui se passe autour de cette candidature de M. Zembada cache sûrement une crise interne. C'est presque évident que derrière les arguments techniques se cachent des éléments d'une confrontation politique interne au parti, parce que, encore une fois,
on ne jette pas le discrédit pour ceux qui animent les institutions électorales, mais on ne peut pas s'empêcher non plus de dire que depuis le début de la transition et depuis les dernières opérations électorales, le référendum, la présidentielle, les institutions électorales, l'Ange et le Conseil constitutionnel ont toujours été critiqués comme manquant de transparence et de crédibilité. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel confirme une décision de l'Ange en ce qui concerne M. Zenbada, ce qui semble corriger ce manque de transparence ou de crédibilité, cette faiblesse de ces institutions. Mais on ne peut pas non plus se voiler la face. À la tête du Conseil constitutionnel se trouve un adversaire politique interne, intime de M. Zenbada, qui lui aussi a été un ancien chef du même parti politique et qui récemment, moins d'une année, est encore le porte-parole du parti, du même parti. Donc, au moment où l'ancien chef, M. Kabadi, le président de l'Assemblée, annonce sa retraite politique, il est clair qu'une compétition s'ouvre en interne. Et donc, peut-être que ce sont les arguments techniques qui ont prévalu, mais il est difficile de s'empêcher de dire qu'il y a en dessous de ce qui se passe des compétitions politiques internes au parti. Disons que compétition, il y en a, mais quand même, ces arguments techniques que vous qualifiez de techniques sont fondés. Oui, bien sûr, ce sont des arguments fondés. Très fondés. Parce que le président du Conseil constitutionnel, il s'appuie sur des articles et sur les textes qui existent pour démontrer l'incapacité de Mohamed Zenbada à être candidat. Le travail du Conseil constitutionnel ne peut pas être considéré comme du mauvais travail, ni même le travail de l'Ange. Mais la réalité est telle que l'intrigue ne disparaît pas du tout. C'est que c'est très intriguant, même si c'est fondé. Mais nous parlons de Mohamed Zenbada, secrétaire général du parti au pouvoir. Et nous parlons aussi d'un parti au pouvoir à l'intérieur duquel il y a beaucoup de concurrence. Un parti au pouvoir à l'intérieur duquel il y a des blocs bien connus. Et un parti au pouvoir au sein duquel aujourd'hui on observe des éléments d'un camp face à des éléments d'un autre camp. Donc même si les arguments techniques sont fondés, il y a un petit élément qui se dit que bon, les arguments techniques ont réussi à écarter un adversaire politique interne très fort et peut-être que ça profite à certains. C'est pour cela aussi que ceux-là ont peut-être travaillé à ce que finalement cette candidature connaisse le sort qu'elle a connu aujourd'hui. Mais est-ce que Mohamed Zenbada pourrait rebondir encore politiquement un de ces jours? Y a-t-il une porte de sortie? Non, il reste un acteur politique important au sein de son parti, mais aussi au niveau de l'espace politique. Alors, rebondir pour lui, c'est quelque chose d'assez aisé. Sauf qu'il y a une donne qu'il ne faut pas négliger. Et il en a l'habitude? Oui, c'est au moins la troisième fois qu'il rebondit, alors que tout le monde pensait qu'il était à terre. Donc, c'est comme un phénix politique qui réussit toujours à renaître de ses cendres. Peut-être qu'il le pourra, mais là, définitivement, il ne peut pas être candidat aux élections législatives. Donc, ce sera un autre. Parce que peut-être que le scénario le plus évident est qu'on aura une Assemblée nationale avec une majorité automatique ou une majorité négociée remportée par les MPS qui prendra sûrement, qui réussira à constituer le plus grand groupe parlementaire au sein de la prochaine Assemblée nationale. Et là, il y aura un autre membre du MPS qui prendra la tête de ce groupe parlementaire. Et donc, ce sera celui-là, le chef du groupe parlementaire du MPS à l'Assemblée nationale, qui sera en toute légitimité le nouveau chef de ce parti. Et donc, on voit M. Zenbada progressivement en train de perdre sa position de chef de parti. Mais alors, est-ce qu'on imagine un peu à quoi ressemblerait une Assemblée nationale avec Mohamed Zenbada? Ce serait une Assemblée nationale peut-être pas très différente, mais qui aurait un groupe parlementaire, un PS, avec
beaucoup de difficultés à ratisser large. Difficultés? Oui, parce que M. Zen Bada s'est retrouvé au cours de ces derniers mois au centre de beaucoup de controverses. Déjà, après l'élection de l'actuel président, il a tenu des propos qui ont été déplorés à l'intérieur de son camp et désavoués même par le président de la République, les fameux Yaldidad et Yalkana. Et puis ensuite, il a été l'architecte de la cassure de la coalition pour un Tchad uni. Une cassure qui a aussi été contestée. Il était également pour la constitution de cette coalition-là? Oui, mais c'était une coalition pour porter au pouvoir un candidat, le président de la République. Donc, le but était atteint? Le but était atteint. Maintenant, la manière dont la coalition a été cassée et cette cassure qui a été portée en toute responsabilité par M. Zen Bada, parce que c'est lui qui a pris la parole, c'est lui qui a acté la fin de cette coalition au moment où cela ne plaisait pas à ses anciens partenaires. Donc, M. Zen Bada, à l'Assemblée nationale, à la tête d'un groupe parlementaire MPS, aurait beaucoup de difficultés à convaincre ses anciens amis et ses anciens camarades de cette coalition à regagner un groupe parlementaire MPS. Mais un autre qui arriverait à cette position, à la tête d'un groupe parlementaire MPS à l'Assemblée nationale, et qui arriverait dans ces conditions qu'on voit, c'est-à-dire une procédure au cours de laquelle même des acteurs politiques du MPS auraient contribué à faire, auraient soutenu une démarche plutôt légale qui a abouti à l'éviction de M. Zen Bada de la course aux législatives. Alors, une telle personnalité pourrait réussir à convaincre, il pourrait avoir des arguments solides pour convaincre les anciens membres de la coalition pour un Tchad uni à regagner le groupe parlementaire MPS, mais aussi à convaincre d'autres en citant par exemple ce cas de figure. Revenez avec nous, personne ne vous frustrera. Vous avez vu que lorsque quelqu'un a tenté de vous frustrer, nous nous sommes tous battus pour que cette personne ne soit pas là. Donc, ça pourrait être un argumentaire qui tient debout. Oui. Donc, le MPS en tant que parti politique, sans M. Zen Bada à l'Assemblée nationale, aujourd'hui a plus de chances de convaincre les autres. Donc, alors, au sein du MPS, avec cette non-participation de Mamad Zen Bada à la course, ce sera « je t'aime, moi non plus ». Qu'est-ce qui va se passer? Quel sera le climat qui va prévaloir? La politique, elle est telle que ça se passe. Et je crois que les acteurs politiques eux-mêmes ne sont pas dupes. Ils ne vont pas dans des coalitions, dans des alliances pour les beaux yeux des camarades. Ils y vont pour leurs intérêts, mais aussi en partie pour évoluer dans un contexte où ils se font respecter. Je pense que M. Zen Bada a été une personnalité assez clivante. Aujourd'hui, qu'il soit sur la touche, augmente d'une certaine manière les chances ou les probabilités de sa formation, de son parti politique, à s'ouvrir à nouveau à d'autres partis ou à d'autres formations politiques. Et son départ pourrait faire plaisir aux anciens membres de la coalition, vous pensez? Oui, j'imagine qu'en ce moment, il y a la fête partout à cause de cette confirmation du rejet de la candidature de M. Zen Bada. Parce que figurez-vous, il y avait déjà l'épisode des listes, des candidatures au sein du parti. Des bases avaient envoyé des listes, des propositions de listes de candidatures. Des listes définitives en interne avaient été publiées. Il semblerait. Et beaucoup de bases, et ça c'est un fait, beaucoup de bases du MPS ont élevé le ton pour dire que cette liste ne correspondait pas à celle ces bases voulaient ou qu'elles avaient envoyées. Donc il y avait déjà une désapprobation de ces listes et la faute avait été plus ou moins attribuée à M. Zen Bada. Et donc ceux-là, ils reviendraient à cœur joie parce qu'ils estimeraient que c'est lui qui a été l'architecte de ce qu'ils considèrent comme étant une magouille. Il n'est plus là. Et puis ensuite, c'est les autres partenaires du parti, les autres partis qui étaient dans la coalition. Alors, le Conseil constitutionnel dit ordonner la transmission de son dossier, au procureur général près le tribunal de grande instance.
Non, je pense que c'était prévisible. Non, c'est une question de procédure. Vous vous souvenez, le Conseil constitutionnel avait déjà fait une telle annonce pour certains dossiers rejetés pour la présidentielle. Je crois que le procureur, il ne s'en est pas saisi pour ouvrir des procédures contre les concernés. Donc, c'est d'usage. Maintenant, le procureur, il pourra en faire usage ou pas, mais ce n'est pas le cas Libre immédiatement. à lui de... Oui, mais ce n'est pas le cas immédiatement. C'est juste une question de procédure. Ce soir, donc, au Conseil constitutionnel, il y a eu d'autres candidats qui sont également mécontents. Mais à côté, il y a ceux qui sont contents, donc des candidats heureux comme malheureux pour cette liste définitive. Rendons-nous au Conseil constitutionnel pour leur impression. C'est une injustice de la part des organes de l'État. Au détriment de ces personnes, les gens ils veulent favoriser certaines personnes et reculent certaines personnes. Donc je suis victime, une fois de plus je suis victime, les témoins sont là ici. Nous ne comprenons rien, alors que l'ANCHE a validé la liste de nos candidats du PDR dans le département d'Aptur et voilà, soudainement, le Conseil constitutionnel invalide et rejette la liste de nos candidats du PDR dans le département d'Aptur et c'est sans motif. Après une décision du Conseil constitutionnel, il n'y a pas de recours possible. Donc moi je crois qu'on a simplement constaté qu'elle a dit le droit et moi en tant que citoyen, candidat également, je suis satisfait du travail fait par le Conseil constitutionnel. Je souhaite quand même plein de succès à ceux qui sont retenus. Et il y a encore d'autres choses devant nous et je remercie quand même le cours constitutionnel pour la transparence, pour ce qu'ils ont fait aujourd'hui, pour quand même enlever tout ce qui est comme doute ou bien tout ce qui est comme contradiction à la loi, mais ils ont fait leur travail et je les remercie infiniment. Et voilà pour les impressions. Docteur, vous les avez entendues. Il y en a qui sont contents, il y en a qui ne le sont pas du tout. Ils en perdent même leur français. Est-ce que pour un candidat qui va aux élections législatives, sinon aux élections tout court, c'est dur d'accepter qu'il n'est pas retenu? Oui, parce que j'ai envie de dire, c'est l'aboutissement du travail d'une vie. Certains, ils y ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup cru. Et avec la transition, il y en a qui ont encore plus cru que par le passé. Et donc, il y en a qui pensaient, ils y croyaient vraiment. Donc, le fait qu'ils soient de cette manière, finalement, rejeter leur candidature soit rejetée. Et figurez-vous, c'est très peu de candidatures qui ont été rejetées. Le rejet par l'ANGE, c'était juste 3% pour les législatives. Et sur les 3%, il y en a qui ont été réhabilités. Donc, vous vous retrouvez dans une petite fourchette de 1 à 2% de candidats rejetés. C'est assez frustrant pour un acteur politique, quand même. Ça se comprend. Et alors, donc, pour certains, on va revenir sur le cas du MPS. Il y en a qui ont vu leur candidature acceptée finalement, comme le cas de Dimé Ibet, qui, elle, présentait des indices comme ceux de Zenbada finalement. Non, ce n'était pas à la... L'espoir était permis. Oui, ce n'était pas à la même dimension. Il y a eu ce rejet de la candidature de Mme Mariam Dimé Ibet, mais de l'autre ancien maire aussi, M. Ibrahim Foula. Et on disait déjà, il y a quelques jours, que c'était des irrégularités qui pouvaient être corrigées. Et je pense que c'est le cas. Et c'est pour ça que ces candidatures ont finalement été réhabilitées. Et Ndjekombe, lui, qui est satisfait de sa candidature retenue, de sa situation, on va dire, il fait partie du DAR. Oui, et quand on regarde la liste, la DAR qui est une coalition naissante, issue de la cassure de la coalition pour un Tchad uni, a réussi, comme on le disait, à faire prolonger le délai de dépôt des candidatures. Et aujourd'hui, quand on regarde les listes définitives, il y a il y a un nombre substantiel d'acteurs membres du DAR dont les candidatures sont retenues. Donc, peut-être que la joie de M. Ndjekombe va dans ce sens qu'au vu du nombre de dossiers retenus,
l'espoir est permis peut-être d'arriver à avoir un groupe parlementaire d'art à la future Assemblée nationale. Donc il garde tout l'espoir et c'est un grand pas pour cette jeune plateforme, cette jeune alliance qui est franchie avec ces acceptations de candidature. Revenons sur ce qu'on disait il y a un petit moment, Ndékombé François qui vient de la dynamique de cette coalition-là, cette jeune coalition-là, qui était, lui, ancien partenaire de Zenbada dans toute cette situation autour. Oui, c'était l'un des anciens porte-parole de la coalition pour un Tchad uni. Et c'était l'un des acteurs politiques les plus frustrés à l'annonce de la cassure de la coalition. Et je pense qu'aujourd'hui, sa joie en partie s'explique par cela. Que, finalement, c'est une revanche qui est prise par ces acteurs politiques de la DAR, dont M. Ndékombé François, sur leur ancien partenaire politique, M. Zenbada. Donc, c'est une double joie que sa candidature soit confirmée, mais aussi que c'est lui qui a pensé leur faire du mal en cassant la dynamique de la coalition, finalement, se retrouve hors jeu aujourd'hui. Alors, docteur, nous allons sortir de cette édition. Finalement, on est vers une dernière étape. À quoi ressemblera les campagnes, à quoi ressembleront les campagnes qui s'annoncent d'ici là et également pour la fin jusqu'à 29 décembre. Alors, dans la généralité. Ouais, la campagne commencera le 7 décembre, donc le temps est très court pour les candidats de s'organiser. On voit sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont déjà lancé des mobilisations de fonds. Ça nécessite beaucoup de moyens, faire battre une campagne, même si c'est à l'échelle d'une circonscription. Et certains se présentent sous la bannière des partis politiques qui sont financièrement assez fragiles, assez faibles. Donc il y a tout ce travail de mobilisation de ressources en un temps recours, mais de construction aussi de programmes de campagne, de politique et d'arguments politiques, d'offres politiques à aller présenter. Là, c'est une marge importante parce que au cours de la transition, les Tchadiens, je fais un peu le tour dans les provinces et j'observe que même les tout jeunes, finalement, ils ont une certaine maturité impressionnante. Les Tchadiens, politiquement, ils ont grandi. Donc, lorsque vous arriverez face à ces genres de public avec une offre politique maigre, bon, ça réduirait votre chance. Donc, les acteurs politiques dont les candidatures sont retenues ont plus de travail à faire dans un temps record, mais en même temps, on devrait s'attendre à une campagne très animée, parce que, comme on le disait tout à l'heure, ce sont des concurrents qui se connaissent très bien. Qui peuvent se lancer des pics? Peut-être pas des pics, mais qui peuvent se neutraliser mutuellement, parce que vous viendrez faire une proposition, une déclaration, l'autre viendrait derrière vous dire qu'il vous connaît très bien et apporter des preuves que vous ne pourrez pas être à mesure de réaliser ces engagements. Donc ça aussi, ça contribuera à animer la campagne. On souhaite vivement que ce soit une campagne moins violente que ce qu'on avait vu autour de la présidentielle, que ce soit une campagne de meilleure facture, que des candidats viennent avec des propositions, qui viennent en montrant que c'est des acteurs qui connaissent les réalités et pas des acteurs qui viennent s'insulter. Je pense que la population n'a pas besoin de cela. La population n'a pas besoin de ça. J'espère également, docteur, que ces partis politiques-là, connus ou pas, disposent des moyens conséquents pour leur campagne. Non, ce n'est pas sûr. Certaines formations politiques ont des moyens. Par exemple, les grands partis qui ont dirigé soit des gouvernements, ainsi de suite, ils ont des moyens. Mais certains partis, ils n'ont pas de moyens. La petite histoire, c'est que même pour les dépôts de candidature, il y a des partis politiques qui n'avaient pas payé les cautions de leurs candidats. Donc chacun s'est débrouillé en usant des réseaux familiaux ou amicaux. Donc il y a une subvention qui est apportée, mais la subvention reste très faible. Et donc l'aspect financier, l'aspect économique constituera aussi un défi important pour ces candidats qui se jettent à l'eau pour ces élections législatives, mais aussi pour les autres élections.
Merci beaucoup, docteur. C'est fut un plaisir pour nous de vous avoir pour étayer la lanterne de nos téléspectateurs sur ces questions-là. Merci d'être passé une fois de plus. Vous êtes toujours disponible. Merci beaucoup. Je vous remercie. À vous, chers téléspectateurs qui nous avez reçus chez vous, merci d'avoir suivi cette édition spéciale proclamation définitive des listes des candidatures aux élections législatives de décembre 2024. Restez en compagnie des programmes de Tchad Info TV. Dans un instant, le journal à 19h45. Bonsoir chez vous.